Et c'est l'heure de la revue de presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène, à la une de la presse ce matin, l'attaque ce week-end des forces démocratiques alliées contre des fidèles rassemblés dans une église de l'Ituri, une province de l'Est de la République démocratique du Congo. Les assaillants des rebelles ougandais affiliés à l'organisation État islamique ont tué au moins 43 personnes selon l'ONU dans la nuit de samedi à dimanche. Le Monde précise que cette tuerie intervient après des mois d'accalmie dans cette région qui jouxte la frontière ougandaise où ces forces démocratiques alliées ont déjà tué des milliers de civils et multiplié les pillages. Le nord-est de la RDC reste, on le rappelle, une zone extrêmement troublée, comme vous le voyez ici à la une de Libération, notamment dans le sud de l'Ituri, dans les provinces du Kivu, qui sont frontalières à la fois de l'Ouganda et du Rwanda. C'est là, à Goma, désormais aux mains des rebelles du M23, soutenus par Kigali, que s'est rendu le quotidien Libération. L'envoyé spécial du journal raconte une ville partagée entre promesses de stabilisation et violence. Avec d'un côté une déclaration d'intention qui a été signée il y a 10 jours au Qatar, incluant un cessez-le-feu permanent entre l'État congolais et les rebelles donc, du M23, et de l'autre, des affrontements encore signalés ces derniers jours. L'envoyé spécial de Libération s'est aussi rendu à Roubaïa, c'est dans l'ouest de Goma, une zone encore plus difficile d'accès, encore plus dangereuse, car l'exploitation du coltan, qui est un minerai rare, y est clandestine. Celles et ceux qui travaillent dans ces mines, y compris des enfants, triment au péril de leur vie, raconte Libération, pour gagner à peine de quoi survivre. Des mineurs, parfois enfants, donc, qui travaillent donc pas forcément au vu de tout le monde, mais au su du monde entier, y compris de l'administration de Trump, qui souhaite elle aussi faire main basse sur les richesses des sous-sols de la RDC, d'où les pressions récentes du président américain pour ce cessez-le-feu permanent qui serait établi entre la RDC et le Rwanda. À lire aussi sur ces conditions de travail indignes dans les mines d'Afrique. Ce grand reportage du Figaro qui a été réalisé cette fois en Guinée, dans les mines d'or de Guinée, où travaillent également beaucoup d'enfants. Ça se passe notamment dans la mine de Fatoya. Vous voyez ici cet enfant qui est littéralement submergé par l'eau qu'il utilise pour extraire l'or de cette mine. Des adolescents de Guinée, mais aussi du Burkina Faso et du Mali. Les photos que vous voyez ici à côté de moi sont signées Hervé Lequeux, celle de ce jeune Burkinabé qui espère pouvoir gagner assez d'argent pour pouvoir un jour quitter cette mine et partir vers l'Europe. On reste sur le continent. Hélène, cette fois-ci, on part au Cameroun où 12 candidats devraient affronter Paul Biya, qui brigue bien sûr un 8e mandat lors de la présidentielle. Ce sera en octobre prochain. Et parmi les 70 dossiers rejetés par la commission électorale camerounaise, celui de Maurice Kamto, le principal opposant à l'inoxydable Paul Biya, au motif que son parti a également présenté un autre candidat, soit 2 candidats au total au lieu d'un seul. Cette fin de non-recevoir n'étonne pas beaucoup le pays, qui ironise sur le fait que c'est le contraire qui aurait étonné, surtout dans un pays comme le Cameroun, je cite, où les institutions sont à la solde du prince régnant et où le ridicule ne tue pas. Pour avoir taillé des croupières au président Biya lors de la dernière présidentielle, Maurice Kamto savait bien que le pouvoir ne lui ferait pas de quartier. Le quotidien burkinabé Nina l'invite à organiser l'opposition pour désigner un candidat unique, faute de quoi celle-ci mordra une nouvelle fois la poussière face à Paul Biya. Bon, une image du Tour de France à présent, tous derrière et lui devant en cyclisme. C'est bien sûr le sacre de Tadej Pogačar qui remporte son 4e Tour de France. Ouais, pas besoin de parler slovène pour bien comprendre le titre décerné par Dnevnik au champion national. Superman, le journal slovène, souligne que Pogačar égale désormais le Britannique Christopher Froome en nombre de victoires sur le Tour de France, 4 au total. Ici en France, l'équipe salue la façon dont s'est déroulée la dernière étape hier à Paris lors de l'assaut de Montmartre, du Sacré-Cœur et de la célèbre rue Le Pic.
épique. L'interrogé par le journal, l'heureux élu dit qu'il a beaucoup souffert, plus que d'habitude, à la fois physiquement et mentalement, pour parvenir à s'imposer. La lassitude visible de Pogačar, qui pourtant n'a pas ultra dominé ce tour, n'a pas échappé à l'humanité, qui rappelle que dans le cyclisme, je cite, par tradition, toute domination insolente soulève autant de suspicions que d'émerveillement. Pas de réserve en revanche pour l'équipe d'Angleterre féminine de foot qui conserve son titre de championne d'Europe. Dominée en première période, les Lionnes l'ont finalement emporté face aux Espagnols après une séance de tir au but, ma foi, assez épique. Elle aussi, le Daily Mirror, vous le voyez, exulte. Lionesses, oui aux Lyon. Les joueuses d'Angleterre à la une de l'ensemble de la presse outre-Manche, reine d'Europe, notamment The Eye, la joueuse d'Arsenal Chloé Kelly, qui était déjà une star au Royaume-Uni après avoir donné la victoire en prolongation lors du dernier Euro en 2022, va sans doute entrer encore un peu plus dans les cœurs de ses compatriotes. Bravo à elle et à ses coéquipières. Et bravo aussi quand même aux Espagnols qui n'ont pas démérité. Et puis le mot de la fin sera pour Marca, le journal sportif espagnol. El fútbol es injusto a veces. Parfois le foot, c'est injuste. Voilà, comme dans la vie, mais avec des crampons quand même. Merci Hélène Frade pour la revue de presse. On revient dans quelques instants. Restez avec nous sur France 24.